Pendant un instant, je me suis dit putain, il est mort. Donc j'ai commencé à vérifier sa respiration. Et au bout de 10-15 secondes, d'un seul coup, il se relève. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Il se relève d'un coup et il me dit droit dans les yeux, mais tu m'as poussé ? Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, vous écoutez Les Aventuriers, c'est la deuxième partie de l'épisode avec Léo, nous sommes en Bolivie. Léo, il a mené un projet fou à la rencontre des différentes communautés de Bolivie. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com. 2023, c'est ton plus grand défi. On le disait, 900 km à pied dans le désert. Tu as parcouru 7 environnements. Tu as traversé un désert de sel, désert de sable, oasis, une montagne colorée, un volcan sacré, un pâturage également pour un petit peu de vert, et puis une diversité de villages assez folle. 32 communautés ancestrales qui étaient là sur ton chemin. Exactement. Et après, il faut savoir que du coup, autour du désert, donc il y a plein de villages il y a plein de communautés qui vivent autour du désert. Et le but, c'était vraiment d'aller de village en village en marchant sur 900 km, sans du coup pouvoir savoir qui j'allais rencontrer, où est-ce que j'allais m'approvisionner en nourriture ou en eau. Donc là, c'était vraiment partir et découvrir la diversité des cultures, la diversité des paysages, et être surpris, être émerveillé à chaque seconde. Moi, pendant 3 mois, j'avais jamais vécu ça, mais j'étais heureux pendant 3 mois d'affilée. Il n'y a pas eu de baisse comme on peut voir dans la vie, ou des baisses et des remontées. Là, c'était vraiment quelque chose de stable, où chaque jour, je découvrais de nouvelles choses, de nouvelles cultures, un nouveau langage, nouveaux rêves. Ouais, j'avais jamais connu ça. Enfin, ce pouvoir de s'émerveiller autant. En 2023, tu décides donc de partir pour faire cette grande aventure. Il y a ce projet un peu incroyable de film documentaire. Il y avait au début Denis, le vidéaste, qui a donc dû abandonner pour cause de blessures. Et ensuite, il y a l'arrivée de Lucas. C'est le second vidéaste de l'aventure. Exactement. Du coup, il vient me relayer après ma marche tout seul dans les montagnes colorées, où j'ai vraiment... j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur, j'ai traversé, mais c'est vrai que j'en suis sorti tellement grandi de cette aventure seul dans le désert, d'être face à mon propre rêve. Et quand je rencontre Lucas, du coup, on part marcher du coup autour du volcan Tunupa, qui est le volcan sacré des communautés. Et en arrivant à Ririra, là je me rencontre une famille qui s'appelle Guadalupe, qui va nous héberger. Et pareil, on va relier un lien d'amitié super profond qui va devenir une seconde famille. Et moi, je vais leur proposer d'aller cultiver du quinoa avec eux. Et là, ils se disent, mais pourquoi tu veux venir cultiver du quinoa avec nous ? C'est vachement difficile, c'est éreintant, c'est compliqué. Je dis, non, moi, je suis trop curieux de savoir comment vous faites. Moi, c'est pas grave, c'est fatigant, je veux découvrir, en fait. Et donc, c'est vrai que moi, je communique aussi beaucoup par le travail. Parce que aider les gens à réaliser leurs tâches, c'est vraiment s'ancrer non plus comme un touriste, comme un voyageur, mais vraiment comme quelqu'un qui fait partie de leur famille, quelqu'un qui fait partie de leur lien le plus proche, en fait. Parce qu'on partage, c'est fou tout ce qu'on partage en travaillant. Et ça me permet aussi de découvrir la culture. Par exemple, en Bolivie, en fait, il y a 2 façons de récolter le quinoa, qui est la seule céréale qu'on peut cultiver dans le désert. Il faut savoir que les communautés ancestrales Aymara la prénomment la mère de tous les grains, le quinoa, parce que pour eux, il y a le quinoa et il y a tous les autres céréales. Parce que c'est la seule céréale qui puisse résister aux conditions climatiques du désert. Sans ça, ils ne pourraient pas vivre ici. Donc c'est vrai qu'ils le vénèrent, c'est assez important. Et il faut savoir que quand ils cultivent du quinoa, ils vouent un culte à la Pachamama, qui est la déesse de la terre. Soit, en fait, ils coupent la tige du quinoa à la base pour laisser les racines à l'intérieur. Et donc ça veut dire qu'ils croient en la Pachamama, ils laissent une matière à la terre pour se nourrir. Si jamais ils la retirent complètement, ça veut dire qu'ils ne croient plus en la Pachamama, et du coup il y a vraiment un lieu de culte différent. Et donc on a des discussions assez incroyables avec Guadalupe parce qu'elle ne croyait plus en la Pachamama. Toute sa famille pendant longtemps
était vraiment un fervent défenseur de toutes les croyances spirituelles. Et il faut savoir que voilà, il y a le christianisme qui est arrivé aussi. Et donc elle c'est du coup est devenue catholique. Ce qui était du coup assez fou avec Guadalupe et toute sa famille, c'est qu'on a vraiment créé un lien de confiance super important. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit en fait, ce que je suis en train de faire, je ne peux pas seulement demander les rêves des gens autour du désert, c'est que je suis en train de créer un maillage chez tous les gens que je rencontre, comme un tissage des rêves de chacun en fait. Et ce qui était assez marrant, c'est que tous les gens, quand je racontais mon projet, me demandaient en fait, mais qui c'est que tu as rencontré dans le village précédent? Peut-être que je le connais. Donc je montrais les photos des rêves des gens, je montrais leur visage. Et en fait, sans le savoir, je connectais les gens de communauté à communauté, qui n'était pas forcément le cas, parce que chacun vit un peu dans son monde, il n'y a pas forcément du dialogue à côté en fait. Et j'ai découvert un peu la puissance de ce projet-là à ce moment-là. Lucas, c'est donc ce second vidéaste qui t'accompagne dans cette deuxième partie du voyage. Il t'accompagne, ça se passe bien, mais ça ne va pas durer très très longtemps parce qu'il va connaître une péripétie. Du coup, en fait, avec Lucas, donc, on continue cette marche-là. On voulait aller dans le désert pour aller sur l'île du Pêcheur. L'île du Pêcheur, c'est une île qui se situe au milieu du désert de sel de Uyuni, qui est une île peuplée de cactus géants. C'est vraiment lunaire comme type de paysage. Il faut savoir en fait que le désert de sel, c'est un immense miroir qui s'étire sur 200 km de long. C'est du sel, donc c'est blanc. Le désert est en altitude à 3000 sommets d'altitude. Donc en fait, c'est une lumière très spéciale. La lumière en fait s'abat sur le désert, qui est un miroir, parce que c'est blanc. Et ça crée tout un halo lumineux autour de nous. Un halo lumineux super intense, qui détruit en fait la vision, donc il faut vraiment porter des lunettes de haute qualité, essayer de masquer en fait la lumière parce qu'elle s'infiltre partout. Mais au bout d'un moment, le cerveau en prend un petit peu quand même, et au bout d'un moment on a quand même des petites nausées, la tête qui tourne. Mais ça je le savais, donc on avait prévu, donc on faisait des pauses très souvent pour pouvoir éviter ce type de malaise. Le problème, c'est qu'à un moment, moi j'étais en train de remettre toutes les choses qu'on avait sorties pour le pique-nique dans mon sac. Je me retourne en disant bah, Lucas, vas-y, t'en es où là, vas-y, on part. Et là, je le vois droit comme un piquet. Et d'un seul coup, il tombe à la renverse. Et paf, il s'éclate la tête contre le sol. Et vu que le désert de sel a une lumière très spéciale, on dirait vraiment le paradis. Et cette scène de choc où je vois Lucas qui percute le sol, mais comme j'ai jamais vu, franchement, ça a fait un écho dans le désert et le grand silence derrière. Franchement, c'était super terrifiant. Il y avait le côté émerveillant par la beauté des paysages, mais le côté super flippant par ce qui se passait. Et je m'approche de Lucas, il avait la bave qui sortait de sa bouche, il avait les yeux révulsés. Et pendant un instant, je me suis dit putain, il est mort. Donc j'ai commencé à vérifier sa respiration. Et au bout de 10-15 secondes, d'un seul coup, il se relève. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Il se relève d'un coup et il me dit droit dans les yeux, mais tu m'as poussé? Pour moi, c'était vraiment lunaire parce que j'étais en train de me dire, il est en train de mourir, il est peut-être mort. Et d'un seul coup, je le revois revenir, il m'accuse, tu vois. Et je me dis, waouh! Revirement de situation. Ah ouais, waouh, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Sauf que lui, il n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc lui, il commence à se relever, à reprendre son sac. Il dit, vas-y, on repart. Non, je dis, non, on repart pas du tout. No way. Et donc, je le refais s'asseoir. J'ai trop peur, en fait, qu'il refasse une chute, quoi. Et j'ai peur qu'il tombe dans un coma ou qu'il fasse un malaise. Parce que vu que le choc qu'il a pris sur la tête, c'était important. Il faut savoir que le sol du désert, c'est du sel cristallisé. Donc, il y a plein de vent et en fait, avec la force du vent, le sel se cristallise et forme comme des pointes à la surface du sol. Donc en fait, il a vraiment pris cher. Et donc pendant que j'appelle les secours avec mon GPS, donc j'ai une balise de secours, et en même temps, j'envoie plein de contacts aux gens que j'ai croisés autour du désert. À toute ma famille que j'ai rencontrée au fur et à mesure, à qui j'ai posé les questions des rêves, qui m'ont hébergé, qui m'ont aidé, qui m'ont donné de l'eau. J'envoie plein de messages à ces personnes-là en disant on a un problème, est-ce que vous pouvez venir nous chercher? Et en même temps,
je sais que dans la balise de secours que j'ai mis, j'ai le téléphone de ma mère. Donc en fait, je sais qu'en actionnant la balise de secours, mes parents vont avoir un message de secours qui va apparaître. Sauf que mes parents sont en France, et donc en fait, ils n'ont aucun moyen de pouvoir faire quoi que ce soit. En même temps que j'appuie sur la balise, j'envoie un message à ma mère en disant « Tout va bien, on gère tout ça ». Sauf que, ce qui se passe, c'est que ma mère ne voit pas le message, et il y a un téléphone qui sonne 3 fois chez moi. Mes parents sont en train tranquillement de regarder la télévision, et il y a un premier téléphone sonne, un deuxième téléphone, elle ne répond pas, troisième téléphone, et là la personne qui est en charge du coup pour les secours leur laisse un message en disant écoutez, votre Léo est tombé sur la tête, rappelez-nous. Et donc forcément il rappelle, et là c'est en fait le GPS que j'avais, Garmin, j'avais envoyé un message très rapide de ce qui se passait, la situation, pour qu'ils envoient les secours. Et vu que j'avais mon compte, ils pensaient que c'était moi en fait qui était tombé sur le désert. Donc ils ont dit à mes parents, Léo est tombé sur le désert, les secours sont en route. Et donc mes parents étaient forcément super inquiets, parce que moi je pouvais pas répondre parce que j'étais en train à la fois de chercher le secours, de communiquer avec tout le monde pour que Lucas soit sauvé. Donc en fait il y a eu une histoire en parallèle qui s'est déroulée, qui était assez folle, et que moi j'avais pas conscience. Parce que pour moi j'avais envoyé un message comme quoi tout allait bien. Donc pour revenir dans le désert, ce qui se passe, c'est que les secours nous disent qu'ils arrivent, mais on attend une demi-heure, 40 minutes, et moi j'ai vraiment peur que Lucas retombe, quoi. Parce qu'en fait, il est en train de me dire, Léo, j'ai tellement mal à la poitrine, c'est comme si on me donnait des points de couteau dans la poitrine. J'étais là, oh là là, ça sent pas bon ça. Il me disait, et en fait, Léo, qu'est-ce qui s'est passé Donc, tu peux m'expliquer Donc je lui ai expliqué la chute. Et quelques secondes plus tard, il disait, mais en fait, Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça pendant 10 fois. Et moi, je lui ai fait, Lucas, tu te rappelles tu sais que tu es en train de me répéter la même question depuis 10 fois, là? Et en fait, il se rappelait pas. Et du coup, j'étais là, plus les signes arrivaient, plus je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Et heureusement, il y a la famille, du coup, Guadeloupe, il y a Rosy Luis, qui a entendu mon message, qui était juste à côté, qui avait une voiture disponible, et qui est venu nous chercher directement, avant les secours. On a été dans un premier hôpital de campagne qui heureusement n'était pas très loin d'ici. Et l'hôpital, c'était vraiment une blague. Parce que du coup, on a débarqué Lucas, on était devant un médecin. Et donc le médecin examine sa tête. Et lui dit, en fait, tout ce qu'il vous faut, c'est une crème. Hein. Je dis, une crème c'est-à-dire, c'est pas possible. Si, c'est juste sa nuque qui a un peu pris. Non, mais vous avez pas vu le choc. Vous avez pas vu le choc, c'est pas une crème qu'il faut. Donc elle commence à lui prescrire une crème. Et Lucas lui fait non, c'est bon, on a déjà une baume du tigre, qui est une crème pour masser, qui chauffe un peu la peau et qui permet de détendre. Donc je vais chercher la crème dans la voiture. Je lui apporte. Et là, c'était vraiment lunaire. J'ai jamais vu ça. Elle prend la crème, elle ouvre le flacon, elle en met un peu sur sa peau, elle sent, elle fait oh, mais elles sont trop bon cette crème. Vous l'avez acheté où? Et moi je regardais avec Lucas. Vas-y, je lui dis, vas-y, viens, on part. Ça sert à rien, viens. Et du coup, on n'a pas eu de prescription pour une radio. Tu vois, on n'a rien eu. C'était vraiment un cauchemar qui continuait et que je savais pas ce qui allait se passer, mais en fait, c'est pas fini, tu vois. Le cauchemar a continué encore après. Donc, Rosy Luis nous amène dans sa famille. La grosse ville à Uyuni, c'est à peu près à 200 km. Et il nous dit, demain matin, je pars pour Uyuni. Et si vous voulez, je vous amène à l'hôpital. Et donc en même temps, j'appelle l'assurance pour pouvoir qu'ils défraient une ambulance pour qu'elle vienne directement nous chercher. Sauf que l'assurance demandait une prescription d'un médecin pour savoir que s'il y avait vraiment besoin de quelque chose, mais j'arrivais pas à avoir un médecin. Donc c'était vraiment le serpent qui se mord la queue et je savais pas comment faire. Donc on arrive dans la famille de Guadeloupe et de Rosy Luis. On se prend dans les bras, on se dit oh, qu'est-ce qui s'est passé, merci de nous avoir sauvés. Tu vois, il y a vraiment une émotion, presque envie de pleurer, tu vois, de se retrouver des gens qu'on aime dans le désert. Et ce soir-là, je sais pas ce qui se passe, d'un seul coup on entend tout le monde pleurer au loin, tu vois. On entend un ricochet de pleurs qui arrive.
de toute la famille. Et moi, je sors et je leur dis, mais est-ce que ça va? Et en fait, le père de la famille est mort une demi-heure avant d'une chute sur la tête. Il était parti faire des courses dans une petite ville à côté. Et en fait, il est tombé sur la tête, il a trébuché sur un petit trottoir. Il est tombé sur la tête, il est mort d'un coup. Et toute la famille était en pleurs. Et moi, j'étais genre, mais le cauchemar continue. La catégorie de l'accident de Lucas, en fait, était passée largement en dessous par rapport à ce qui se passait actuellement dans la famille. Plus personne ne pouvait nous amener à l'hôpital. Tout le monde était en train de se dire... C'était plus la priorité. Ouais, et moi, j'étais genre, mais si, parce qu'il est toujours vivant. Je sais pas, peut-être qu'il va mourir, je sais pas, tu vois. Peut-être qu'il va passer une mauvaise nuit et que la nuit sera fatale, tu vois. On savait rien ce qu'il avait au cerveau. Mais du coup, c'était plus l'heure du jour, tu vois, tout le monde était en pleurs, donc l'ambiance était en mode panique, les assurances ne répondaient plus. Le lendemain, Rossi lui nous dit, mais en fait, moi, je peux plus venir parce qu'en fait, le corps de notre père arrive dans un cercueil. Et donc, toute la famille arrive le lendemain matin. Et donc, le lendemain matin, on se retrouve, donc moi, j'avais aucune solution, en fait, j'ai demandé à 10 000 personnes de pouvoir partir en ambulance, tout ça, et impossible. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que de passer la nuit. Et le lendemain, en fait, du coup, il y a une ambulance qui arrive. Donc, il y a toute la famille avec le cercueil qui arrive. Tout le monde est en train de pleurer dans le cercueil. C'est pas facile comme ambiance, hein, parce que du coup, c'était à la fois notre famille qui perd un proche, mais on doit quand même leur demander de nous amener, nous, pour nous sauver, tu vois. Très spécial comme atmosphère. Et tout le monde est en train de manger le repas du deuil, tu vois. Il y a une cérémonie très spéciale où chacun fait un petit discours, où chacun mange le repas, et nous, on dit là, désolé, on ne peut pas manger, nous, on doit vraiment partir à l'hôpital. Et là, on voit du coup une ambulance, l'ambulance qu'on avait... le médecin qu'on avait vu juste avant, la veille, qui vient pour sceller le cercueil et vous montrer que voilà, la personne est bien morte. Et là, on regarde l'ambulance, on dit s'il vous plaît, vous pouvez pas nous emmener à l'hôpital, quoi. C'est à 2 heures d'ici, on va traverser le désert, nous on n'a aucune voiture et c'est vraiment urgent, qu'on a vraiment besoin de faire des analyses. Et l'ambulance fait non, désolé, en fait, nous on n'a pas été, on a besoin d'avoir un médecin qui nous dit vous devez aller là. Vous devez nous amener à l'ambulance, et sinon on peut pas y aller. Et on lui fait ok. Ça coûterait combien, tu vois? Ça coûterait combien de niveau gaz, pour aller sur place? Et donc en fait, elle me fait ok, ça serait peut-être 20 € pour couvrir les frais d'essence. Ok, on y va. Et donc là, on se retrouve dans une ambulance, et on se retrouve dans le désert, à traverser le désert, pour nous amener du coup dans un hôpital privé qu'ils nous ont trouvé. Et là, ils nous font « Ah, vous avez besoin d'un scanner pour la tête ?» Ah ben, on ne l'a pas. Quoi? Et pour moi, c'était genre « Mais c'est pas possible, cette journée n'en finit pas, quoi. » Et là, un des médecins nous dit « En fait, il a peut-être un choc crânien qui est important. Et là, chaque minute compte. Et donc, en fait, il faut vraiment l'envoyer en ambulance dans la capitale. Sauf là, dans la capitale, c'est 8 heures de route en ambulance, tu vois. Sur les routes un peu moyennes. Et donc, l'assurance dit « Ok, on couvre les frais. » Et là, on se retrouve dans l'ambulance. C'était long, hein. Et finalement, on arrive à la passe. Il est pris en charge directement, analyse. Pendant toute la nuit, il fait des batteries de tests. Et heureusement, le lendemain, il montre qu'il a rien. Il a quand même un petit caillou de sang dans le cerveau. Mais on ne sait pas s'il est arrivé, s'il était là avant l'expédition ou après l'expédition. Mais ils disent qu'il est tout petit, donc il n'a pas de soucis. Aujourd'hui, il va bien, Lucas? Aujourd'hui, il va bien, ouais. Aujourd'hui, il va bien, il n'y a rien, il n'y a pas de séquelles. L'histoire aussi, c'est qu'en fait, les secours sont arrivés sur place. Du coup, à la position GPS auquel j'avais mis le signal, sauf que du coup, ils ne nous ont pas trouvé parce qu'on n'était plus là, on était secourus. Et donc, en fait, ils ont appelé toutes les polices qui étaient autour du désert pour savoir s'ils nous avaient vus. Et donc, ça a fait Ça n'en finissait plus. Du coup, le lendemain, on a été appelé par la police. C'était vraiment... Un des moments marquants également de cette aventure, ça a été la rencontre d'une des plus anciennes communautés en Amérique du Sud, les Chipayas. Comment s'est faite cette rencontre? La fin du projet s'est terminée chez les Chipayas. Et chez les Chipayas, je voulais essayer d'apporter un cadeau. Il faut savoir que dans
tout l'itinéraire que j'ai fait, j'essayais à chaque fois d'utiliser l'art comme un moyen de donner un souvenir. Et là, avec les Chipayas, je voulais créer quelque chose que j'avais pas pu faire. C'était une immense peinture collective avec eux. Et il faut savoir que vu que c'est un des peuples les plus anciens, en fait, ils ont un rapport avec l'art qui est très présent, notamment de tissage, mais pas forcément de peinture. Et pour la majorité d'entre eux, en fait, ils n'avaient jamais peint, jamais découvert les couleurs. Et donc j'ai organisé ça. Et donc là, avec les Chipayas, ce qui était incroyable, c'est que j'ai vraiment vu le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la créativité. Toi, par exemple, en France, quand je demande quel est le rêve des gens, enfin les rêves pour le futur, hein, la majorité me disent qu'ils ne savent pas. Ou alors c'est je sais pas, ou alors peut-être que ce serait ça comme ça. Et en fait, dans le désert, ce qui était fou, c'est que les gens savaient très bien ce qu'ils voudraient. Ils savaient se projeter, ils savaient s'émerveiller, ils savaient se questionner aussi sur leur vie. Par exemple, Pato, son rêve, c'était de planter une forêt dans le désert. Il était déjà en train de la réaliser. Autour de chez lui, il avait planté déjà plein d'arbres. Alors, il y a différents types de rêves. Il y a des rêves plus liés à l'environnement difficile, donc il y a la nature. Et il y a des rêves plus liés à la spiritualité, de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres, de l'amour. Voilà. Est-ce qu'il y a également des rêves un peu sous forme matérielle, les rêves que nous pourrions avoir ici dans nos sociétés à nous, dans nos cultures à nous, c'est-à-dire d'avoir une grande maison ou d'avoir une grosse voiture ou d'avoir un bateau, etc. etc. Oui, il y a eu plusieurs rêves comme ça. Après, la majorité des personnes sont vraiment ancrées soit dans la nature, soit dans leur environnement qui est un peu difficile mais qui est tellement beau, donc ça se ressent vachement dans les rêves qu'ils racontent. Donc, par exemple, du coup, d'avoir des vaches parce que c'est impossible à avoir, ou d'avoir une forêt. Par exemple, les Chipayas, c'était de créer un chemin de randonnée qui aille du village des Chipayas jusqu'au désert pour pouvoir créer une économie touristique autour de ça. Après, bien sûr, il y a le côté matériel du rêve se retrouve aussi dans le fait d'avoir des maisons. Un film sur l'importance de rêver et de s'émerveiller, ça s'appelle Les Rêves du désert. Ce film va sortir dans les prochaines semaines et surtout il y aura une grande tournée qui sera réalisée un petit peu dans toute la France. Tu vas passer de ville en ville, même de village en village pour venir présenter ce film. On te retrouve pour les détails du film sur le site lesrêvesdudésert.com. On va vous laisser dans la description de cet épisode du podcast Les Aventuriers, on va vous laisser le lien et puis on vous laisse également un autre lien pour en connaître davantage sur les expéditions et les ateliers autour de l'imagination. C'est ton site à toi, leojoly.com. Joly s'écrit avec 2 L et un Y, leojoly.com. Merci Léo, à très bientôt. Merci Florent. Les Aventuriers. Un podcast de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com